Hello les amis, nous sommes le dimanche 28 juin 2020 et jamais la stratégie du choc de Naomi Klein n'est plus à même d'expliquer ce qui se passe en ce moment. Vous savez, cette stratégie qui vous dit blanc, blanc, et noir, noir, blanc, blanc, et les gens sont perdus complètement parce qu'ils ne savent plus du tout qui croire, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment, je vous conseille vraiment de lire ce livre pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Donc, si vous écoutez la presse mainstream, c'est l'explosion des cas partout dans le monde, de la pandémie, et à coup sûr, il y aura une deuxième vague à l'automne, voire même sur certains sites avant. Donc, tous les médias mainstream reprennent ça en boucle. Et donc, les gens se disent, ah ben voilà, il va de nouveau y avoir le coronavirus. Dans le même temps, comme je vous l'ai montré maintenant depuis quelques semaines, les hôpitaux français sont vides, il y a peu de cas de Covid, les généralistes... ils ne consultent plus pour le Covid. On voit dans les réanimations, les cas critiques, que ça baisse de jour en jour. Donc on se demande ce qui se passe. Donc déjà, on apprend quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, vous vous rappelez qu'en Moselle, il y a eu une flambée de cas de coronavirus. On en avait déjà parlé dans mon émission avec le docteur Herbstein. Il a dit, bah oui, il y a un cluster à côté de chez moi, là, dans une EHPAD. 20 positifs, comment ils vont? Bien. Tout va bien. Voilà. Donc 20 retraités qui sont positifs mais qui vont très bien. Et donc il y en a eu d'autres. Et donc là on apprend à Nancy la flambée des cas causée par un réactif de mauvaise qualité. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? La fausse alerte, l'augmentation des cas de Covid en Meurthe-et-Moselle n'en était pas une. Si le nombre de cas pour 100 000 habitants, taux d'incidence avait doublé en 24 heures, c'est à cause de tests de mauvaise qualité. En fait, après vérification, il s'agissait en fait de faux positifs. À expliquer aux médias, donc là je vous mets le lien, je vous mets tous les liens comme d'habitude dans le descriptif de l'émission. Le professeur Christian Rabot, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement CHRU de Nancy. En effet, selon lui, plusieurs dizaines de tests effectués dans plusieurs sites du département sont revenus positifs à cause d'un problème de qualité d'un réactif au laboratoire. Il se veut rassurant en confiant sur ce système de dépistage de proximité. On est désolé, mais dans le système, il y a un élément qui a dysfonctionné. Le système est fait pour aller vite, pour très vite s'intéresser aux cas contacts. On peut être pris dans la précipitation, mais il faut relativiser. Certes, le chiffre peut impressionner, mais je rassure, et il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Bah oui, mais ça, même si tu nous avais dit le contraire, tu sais, on t'aurait pas cru, parce qu'il n'y a rien dans les hôpitaux. Et alors peut-être que ces réactifs sont de mauvaise qualité, là aussi je vous mets un article, et parce que 3/4 des tests PCR seront bientôt périmés. Et oui, il y a une date de péremption, comme tous les produits, donc les réactifs deviennent mauvais. Donc là, ils disent que on ne va pas les jeter, on va les envoyer en Afrique, parce qu'il y a une reprise de l'épidémie, ce que je ne vois toujours pas dans les tableaux de Worldometer. Il n'y a aucune reprise en Afrique. Donc je comprends pas ce qui se passe quand on questionne un petit peu. Hier, je t'ai fait une petite balade en Allemagne, discuter avec les gens. Bon, même si tout va bien, ils disent oui, je trouvais des commerçants qui disaient on attend le vaccin. Ah bon, on attend le vaccin. Mais là aussi, il y a un truc assez étrange concernant ce vaccin. Regardez, je vous mets l'article de Bloomberg. The first COVID vaccines may not prevent COVID infection. Alors il est en train de dire que, en fait, le premier vaccin contre le Covid va peut-être servir à rien, quoi. Bien qu'un coup de grâce contre le virus soit le but ultime, les premiers vaccins peuvent être limités sur ce qu'ils peuvent fournir, selon Robin Shattuck, professeur à l'Imperial College de Londres. Encore l'Imperial College de Londres, vous savez, celui qui... il y avait un statisticien fou qui a annoncé des millions et des millions de morts si on ne confinait pas, quoi. Et on écoute encore cet Imperial College de Londres, mais là, on veut bien, parce que c'est quand même bizarre, parce qu'il dit que le vaccin ne sert à rien. Alors pourquoi il servirait à rien? Il dit que les vaccins doivent protéger contre les maladies, pas nécessairement contre les infections, a déclaré Dennis Burton, immunologiste et chercheur en vaccins chez Scripps Research à La Jolla, en Californie. Bah oui, vous savez bien que le problème de ce corona, c'est pas tant le corona, mais c'est l'infection induite, la réponse immune induite. Et donc, on pense déjà que Covid-19 se propage par des personnes sans symptômes, et un vaccin prévenant les symptômes pourrait en créer un nombre encore plus élevé. Mais
attendez, parce qu'après, je vais vous montrer qu'on dit que les personnes asymptomatiques ne présentent aucun danger. Théorie du choc. Chaud, froid, les gens vont être perdus. Les vaccins sont parmi les armes les plus efficaces, ouais, c'est ça, et donc pourtant, peu, voire aucun, sont efficaces à 100%. Ah, ça, je suis d'accord. Il n'y en a aucun qui est efficace à 100%. Du reste, on le voit tous les ans. On calcule le taux d'efficacité du vaccin à la grippe, et ça peut aller, effectivement, il est efficace, des fois, dans les pires années, à 30%. Et encore, à mon avis, ce chiffre est surévalué. Des fois 60, des fois 70. Or, nous avons un traitement, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui est efficace à bien plus, à plus de 90%, à plus de 95% même, à l'IHU Méditerranée. Alors pourquoi chercher un vaccin alors qu'on a un traitement qui est sûr et qui fonctionne? Parce que maintenant c'est prouvé dans le monde entier, il n'y a que seuls les médecins représentants des labos, on va le voir, qui ne veulent pas en entendre parler. Par exemple, environ 3% des personnes qui reçoivent le vaccin contre la rougeole développent une forme bénigne de la maladie et peuvent la transmettre à d'autres. Il dit bénigne. Alors on se dit, ah bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez, le retour de Bill, le philanthrope, le gentil monsieur du monde. Mon Dieu, par contre, tu devrais te prendre, avec tous les milliards que tu as, tu devrais te prendre un petit conseil en... Parce que là, la chemise, franchement, je crois que en Italie, à l'époque de mon grand-père, il en avait une comme ça. Et il est sceptique quant à l'efficacité d'un vaccin. Ah bah dis donc, Bill, sceptique, pourquoi? Et donc, il a annoncé le 25 juin que le vaccin contre le corona pourrait ne pas être suffisamment efficace. Il n'est pas garanti que le vaccin bloquera parfaitement la transmission de l'infection. Et ben voilà. Donc, vaccin inefficace et nos gouvernants qui s'empêchent et qui s'empressent d'en commander en précommande en sachant qu'ils ne seront pas efficaces. Alors qu'on a un traitement qui, lui, est efficace. Si quelqu'un comprend, il m'écrit, parce que je dois être, à mon avis, trop idiot pour pouvoir comprendre ce genre de choses. Pendant ce temps-là, nous avons le comeback de Karine Lacombe, l'infectiologue troisième mieux payée en France par les labos, qui annonce l'essai thérapeutique à venir en Guyane, qui, hélas, pour elle, enflamme la toile, parce que nos amis guyanais, eh ben, ils en veulent pas, Donc sur Twitter, c'est le déchaînement, scandale et actes criminels, pas un seul essai sur un habitant de notre pays, appel à tous les élus et autres autorités de Guyane pour faire barrage à cette tentative d'essai thérapeutique sur nous, appel surtout à la mobilisation générale de toute la population, ils ont laissé le virus circuler comme nulle part ailleurs et maintenant ils veulent nous servir de cobayes. Que vous faut-il de plus pour comprendre que nous devons décider nous-mêmes de nos affaires? Et je me demande bien ce qu'elle veut, alors qu'elle n'a jamais rien fait en France, qu'est-ce qu'elle veut faire en Guyane? Pendant ce temps-là, quelques petites statistiques sont sorties sur mortalité entre le 1er mars et le 15 juin. Je vous mets aussi dans les liens, mais c'est un petit peu dommage, parce qu'ils auraient pu prendre à partir du 1er janvier, parce qu'on avait déjà vu, nous, dans les précédentes émissions, qu'entre le 1er janvier et le 29 février, il y avait beaucoup moins de morts en France. Et donc là, ils disent qu'il y a eu 200 080 décès entre le 1er mars et le 15 juin 2020, contre 174 673 en 2019. Donc on voit les départements où il y a plus 30, départements en plus 20, en orange plus 10, en jaune pareil, en vert moins de décès. Donc on voit déjà quand même qu'une énorme majorité de la France a eu soit la même mortalité, soit même moins de décès que les années précédentes, parce qu'on va voir aussi 2018. Donc il y a quelque chose qui cloche là, c'est pourquoi on a confiné toute la France déjà. Ça c'est la première question. Ensuite, il faut savoir que ce confinement, il a de nom que confinement. Parce que confiner les gens pour les empêcher d'aller travailler, mais les autoriser à aller dans les hypermarchés sans masque, franchement, pour moi, c'est pas un confinement. Pour moi, c'est pas du tout un confinement. Et donc après, il va falloir s'interroger sur ces régions-là qui sont plus 20, plus 30. Comment elles ont géré le Covid dans leurs hôpitaux. Là, il y a des comptes à rendre, parce que c'est bien de critiquer le protocole du professeur Raoult. Lui, dans sa région marseillaise, il n'a eu que plus 10. Maintenant, attention à ces chiffres. Attention à ces chiffres. Parce que là, on parle de mortalité, on ne parle pas de mort par le Covid. Mortalité. Donc vous voyez, 180 000 en 2018, 174 en 2019, 200 000. Donc on va dire que par rapport en 2018, il y a 20 000 morts de plus en France, qui n'ont pas été jugulés grâce au confinement, parce qu'on était, je ne le répète, pas confinés.
Parce que le souci dans tout ça, c'est quoi? C'est que il y a combien de morts parmi ces 200 000 là, qui sont des morts indirectes du Covid, des morts indirectes du confinement? Il y a combien de gens qui sont morts de crise cardiaque parce qu'ils n'ont pas été soignés? Je rappelle que rien que sur cet item, en Italie, il y a 3 fois plus de morts. En France, on dit qu'il y en a 2 fois plus de personnes. On en prend un autre, regardez, l'impact du coronavirus sur la santé mentale fait craindre une deuxième vague psychiatrique. Des médecins voient affluer des patients tristes, épuisés ou anxieux. Certains consultent pour la première fois. Mais là, combien de morts en plus il y a eu rien que pour les suicides? Donc s'il y a eu 2 à 3 fois plus de morts rien que pour les crises cardiaques, combien de morts en plus pour les cancers non soignés? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les morts indirectes du Covid, on va s'en occuper quand? J'aimerais bien une analyse INSEE sur tous ces items. Combien de morts en plus de crise cardiaque, combien de morts en plus au cancer, combien de morts en plus en suicide, et là on verra. Parce que regardez, quelque part, regardez ça. Opinion, infuriating, we may have shut down the country for nothing. Exaspérant, nous avons peut-être fermé le pays pour rien. Ah, qui c'est qui dit ça? Un conspirationniste, un méchant délateur? Non, non, je vous le mets aussi dans les liens. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Dans un nouveau rapport, l'OMS a annoncé que les porteurs asymptomatiques du coronavirus transmettaient rarement le virus à d'autres. Si cela est vrai, nous venons de fermer le pays et plonger notre économie dans une récession pour rien. Déjà, quand on voit les chiffres, franchement, on a tué l'économie mondiale pour pas grand-chose. Parce que, je vous rappelle si on compare à d'autres années où la grippe faisait 30 000 morts, et encore peu, on est dans les mêmes cas. On n'a jamais confiné un pays, on n'a jamais tué son économie pour ça. Parce que l'effet 2 du Covid, il n'est pas encore là. Hein. Toutes les entreprises qui vont fermer, les plans sociaux, ils vont arriver là. En septembre, ça va être énorme, énorme. Comme beaucoup d'autres, j'ai soutenu les fermetures initiales parce que je craignais que nous en sachions trop peu sur le corona et qui le propageait. Et nous devions éviter que notre système de santé ne soit dépassé. Nos experts en santé nous ont averti que le Covid-19 se propageait rapidement et souvent de façon imperceptible, par des porteurs qui pourraient ne pas présenter de symptômes pendant des semaines, ou peut-être jamais du tout. Laisse le pays fermé toute la vie. Ajoutez à cela un manque total de tests de masse, une quarantaine temporaire à l'échelle nationale était logique. Mais maintenant, je me remets en question. D'après les données dont nous disposons, il semble rare, très rare, qu'une personne asymptomatique transmette en fait à un individu secondaire. A déclaré qui? Le docteur Maria Van Kerkhove, chef de l'unité des maladies émergentes et des zoonoses de l'OMS. Elle dit c'est vraiment très rare. Il est difficile de dire à quel point cette découverte est exaspérante. Si les porteurs asymptomatiques ne sont pas le problème, nous aurions pu facilement localiser notre réponse au coronavirus en demandant uniquement aux personnes présentant des symptômes de rester à la maison et de mettre en quarantaine les zones sensibles où la propagation était hors de contrôle. Au lieu de cela, nous avons adopté une approche unique parce que nous agissions en présumant que n'importe qui, à tout moment, pouvait la diffuser à n'importe qui. Alors, vous allez me dire, ouais, il est toujours simple, Sylvano, de refaire la guerre après. Non, mais non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Parce que dès le début, la Corée du Sud, qui a été le pays immédiatement touché, le premier touché après la Chine, a adopté ça. Ils ont isolé que les personnes qui étaient malades, pas les autres. Ils n'ont pas bloqué le pays, ils n'ont pas confiné le pays. Et on a tout de suite vu que ça portait des résultats fantastiques. Quand nous, en France, on a confiné, la Corée du Sud avait 7500 cas. Aujourd'hui, il y en a 11 000. Il faut bien y penser à ça, il faut bien y penser. En plus, il fallait écouter les infectiologues, les vrais infectiologues, comme Didier Raoult, qui dès le début disait le confinement, c'est une aberration. Ça ne sert à rien du tout. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Parce que je vais vous laisser un article assez décapant. Vous savez, je le répète tout le temps. Ne parlez jamais des États-Unis comme un pays. Là-bas, il y a des gouverneurs. Ces gouverneurs, ils sont soit républicains, soit démocrates. Ces gouverneurs font la loi dans leur État. Ça, faut bien comprendre. Il y a des États où le port du masque est obligatoire, il y a des États où le port du masque n'est pas obligatoire. Il y a des États qui ont confiné, il y a des États qui n'ont pas déconfiné. Là, je vous laisse un article, Various Deaths in Democratic versus Republican States. Alors, c'est quoi? C'est une comparaison
entre les États républicains. Ça aussi, il faut regarder mes émissions où vous allez voir Donald Trump en images. Eh ben, c'est en contrôlant les différences de population entre les États, le nombre de décès par coronavirus est plus de 3 fois plus élevé dans les États à gouverneurs démocrates que dans les États à gouverneurs républicains. Je sais que ça fait très mal à lire pour tous ceux qui sont anti-Trump primaires sans rien s'y intéresser, quoi. Ça me fait penser à ces ados sur TikTok qui ont lancé une pétition. Il faut retirer le fils de Donald Trump et le donner à Obama. Ils vont tomber de haut, ces jeunes-là, bientôt en septembre. C'est juste, voilà, vous avez ce niveau-là d'adolescence, si vous vous intéressez pas à ce qui se passe, si vous êtes un anti-Trump primaire. Donc, écoutez bien, parce que ça aurait pu être votre famille, vos proches qui étaient là-bas. Donc, en date du dimanche 26 avril, et moi j'attends des nouveaux chiffres, hein, mais rien qu'au dimanche 26 avril, les États avec des gouverneurs républicains ont connu 57,53 décès par million d'habitants dus au coronavirus. 57,53, okay, personnes mortes. J'ai un taux très faible. Hein. En France, on est à 450, je crois. Et les États avec des gouverneurs démocrates sont à 179,74 décès par million d'habitants. Et même en excluant l'État de New York, hein, comme qui est une valeur un petit peu aberrante par rapport, extrême par rapport aux autres, et bien si on enlève New York, les États avec des gouverneurs démocrates ont 138,58 décès par million d'habitants. Vous vous rendez compte? 57,53 pour les États républicains. Je vous laisse l'article. Donc, si les démocrates étaient si intelligents et intentionnés, alors pourquoi cette énorme divergence des taux de mortalité entre les États républicains et démocrates? Parce que rien ne l'explique. Hein. Comme rien n'explique en France pourquoi il y a des CHU où ils ont un taux de létalité très bas et des CHU qui ont des taux de létalité très hauts. Ça, il faudra l'expliquer. Hein. Comme je parle des US, vous savez que Trump avait dit qu'il prenait de l'hydroxychloroquine en prévention. Et un des premiers à s'être moqué de Trump, c'était Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Et regardez un petit peu blanc, noir, alors que les médias internationaux ont tous ri du président Trump quand il consommait de l'hydroxychloroquine, et surtout le Canada à travers Justin Trudeau qui se moquait ouvertement de Donald Trump. Voilà que le gouvernement canadien met un programme en place pour une offre d'hydroxychloroquine aux employés qui sont inquiets de revenir au travail. On nage dans l'hypocrisie totale et le mensonge permanent. La finalité, c'est que la cabale et ses satanistes sont bel et bien pris à leur propre jeu qui se retournent contre lui. On dirait bien, hein, avec ces retournements de situation là de Bill Gates. Hein. Je vois bien Bill Gates très rapidement rattrapé par l'affaire Epstein, qui ne connaît pas Epstein, alors qu'il a été plusieurs fois dans son île. Comme on parle d'hydroxychloroquine, vous savez que dans sa déposition parlementaire, Didier Raoult avait dit, il avait déjà dit avant, hein, qu'il avait eu des menaces par téléphone de mort. Et donc, vous savez que la police est remontée au service d'infectiologie du CHU de Nantes. Or, vous savez, François a dévoilé le top 12 en fait, hein, du classement des revenus récents versés par l'industrie pharmaceutique. Et celui-ci accorde la première place au professeur François Raffi. C'est le chef du service d'infectiologie du CHU de Nantes qui aurait perçu la petite bagatelle de 541 729 €, dont 52 812 de la part de Gilead, ce laboratoire pharmaceutique américain lié au Remdesivir, le concurrent de l'hydroxychloroquine. Et pendant ce temps-là, nous avons ce monsieur-là qui est... Alors, c'est incroyable ça. Ça vient de Huffington Post. Hein. Nathan Pfeiffer Smadja, infectiologue au CHU de Bichat. Ah, les gens disent, ah, c'est un infectiologue. Dénonce les propos des professeurs Didier Raoult et Christian Perron qui défendent l'utilisation d'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19. Ils osent publier ça. Quoi. Ce type-là n'est pas un infectiologue, c'est un interne. C'est un interne. Il a terminé ses études en 2017, ce gars-là. Hein, d'ailleurs, vous avez des vidéos de lui, si vous les cherchez sur le net, un peu complètement loufoque. Et lui, il dénonce, lui. Lui, il va finir ses études, il dénonce le meilleur infectiologue au monde et Christian Perron. Il dénonce les deux mecs qui ont le meilleur taux de guérison en France. Vous vous rendez compte un petit peu? Là, vous voyez sur sa fiche, hein, PhD, Student Public Health. Ouais, t'es encore étudiant sur ta fiche, change-le. Et c'est lui qui a lancé la pétition contre Perron pour mettre les médecins, le Conseil de l'Ordre contre Christian Perron.
Et vous voyez, c'est le petit chouchou de ce monsieur à gauche, là, Yazdan, que vous connaissez bien, celui qui avait dit, qui est de la haute autorité, hein, et qui avait dit, vous inquiétez pas, hein, l'épidémie n'arrivera pas en Europe tout au début, hein. Et donc là, en 5 ans, entre les déjeuners, les dîners, les hébergements à l'hôtel, les frais de transport, les honoraires, les industriels ont payé pour 449 389 € d'avantages à 9 experts du conseil scientifique placés auprès d'Emmanuel Macron. Et notre ministre de la Santé, Olivier Véran, vient d'annoncer que non, 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 ils étaient propres, il n'y avait aucun souci. Vous vous rendez compte un petit peu? Et donc, il ose encore intervenir, quoi. Dans Paris Match, il dit « Je ne laisserai pas salir la science », agacé, Olivier Véran répond aux critiques du Raoult. Non mais c'est hallucinant, quoi, ce type-là, franchement, vite, vite, la démission de ce mec-là, on peut plus le sentir, quoi. On peut plus le voir. Alors, bah, je vous laisse aussi un petit article là, que j'ai vu. Agnès Buzyn était rémunérée par les labos pendant au moins 14 ans. Il faudra arrêter maintenant de nommer des ministres qui ont été payés par les labos. Il faut arrêter de nommer des hauts conseils scientifiques des gens qui sont payés par les labos. Il faut vraiment arrêter ce genre de choses, quoi. Il faut des gens intègres qui ne sont pas soumis aux labos. Ouais, il y en a suffisamment en France. On ne veut plus de gens soumis aux labos. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. À bientôt. Bye bye. Bisous.